Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche parce qu'on a plein de choses à voir ensemble ce matin. Comme il a été dit, en fait on a un contexte actuel qui est loin d'être évident au-delà du contexte économique. Je pense que vous le vivez un petit peu tous les jours. On a ce digital qui est maintenant devenu de l'IA, qui accélère très très fort et qui va certainement apporter des gains, mais qui est assez complexe à intégrer. On a le développement durable, très important, mais en même temps c'est beaucoup de régulation et beaucoup de nouvelles contraintes. Et puis à côté, faut pas non plus oublier les humains. On sait tous que le recrutement, fidéliser les équipes, motiver les équipes, travailler à distance, tout ça c'est pas évident. On voit que finalement on a eu un peu une succession de disruptions qui se sont ajoutées les unes aux autres, et c'est loin d'être évident de savoir finalement à plus de 2 ou 3 ans déjà si on sera encore dans la boîte et si en fait comment s'y prendre tout simplement, puisqu'on voit aussi qu'il y a constamment des réorgs, constamment des coupures de budget, constamment des nouvelles urgences à gérer. On voit que finalement, quand on parle d'accélération IA et digitale ou durable ou organisationnelle, il y a tout un tas d'enjeux. Finalement, avant, le modèle était stable. Chacun, à la finance, à l'organisation, à la data, à l'IT, à la relation client, marketing et vente, au RH ou à la RSE et à la supply, faisait son boulot. Là, finalement, il faut tous parler ensemble et on ne parle pas forcément la même langue, on n'a pas forcément les mêmes objectifs ni les mêmes contraintes. Et aligner tout ça, c'est une vraie optimisation sous contrainte. Souvent, c'est des compromis. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est parfait sur chacun des sujets ou dans toutes les entités. Et toute la difficulté aussi, c'est la priorisation. On voit bien qu'on ne peut pas tout faire en même temps. 1, on n'a pas le budget. 2, on n'a pas le temps. 3, on n'a pas les équipes. Donc, comment on fait pour se dire, finalement, tous les jours, on nous dit tout est urgent. Finalement, qu'est-ce qu'il est important d'attendre de faire peut-être dans quelques mois ou quelques années, et qu'est-ce qu'à l'inverse, il ne faut pas surtout rater aujourd'hui. Et là, il y a un vrai boulot de priorisation. Alors, je pense que vous avez vu dans les dernières annonces, il y a le passeport numérique des produits, il va y avoir la traçabilité par lot, il va y avoir les nouveaux codes barres. Enfin, c'est vrai qu'on a constamment des nouvelles choses qui, souvent, pour les mettre en place, nécessitent en amont tout un tas d'efforts. Remettre sa data à plat, mettre son PIM, mettre son DAM, s'interfacer, les marketplaces. Enfin, on a vraiment énormément de sujets. C'est Carrefour qui nous dit nous avons lancé l'initiative exigeant que nos 100 principaux fournisseurs adoptent des trajectoires climatiques claires, faute de quoi ils ne pourront plus vendre leurs produits dans nos magasins à partir de 2026, parce que, encore une fois, on est un collectif. On est un retailer, on travaille avec des marques, on a des fournisseurs, on a des logisticiens. Donc on voit bien que tout ça c'est compliqué, c'est plus qu'un tango, c'est plutôt une danse à 3 ou 4 bras. On a interrogé plus de 60 décideurs dans cet ouvrage, et on voit que voilà, c'est personne n'est parfait, tout le monde expérimente. Finalement, les seuls qui risquent de perdre à tous les coups, c'est ceux qui n'ont pas commencé à tester, innover. Voilà. C'est LVMH qui nous disait, avec Gonzague de Piret, le Chief Omnichannel and Data Officer, le concept de personnalisation à l'échelle, où le retour au dialogue individuel avec chaque client constitue en quelque sorte le mythe fondateur de notre démarche. Et d'ailleurs, il disait, avec le CTO, le Moal, nous, on n'est pas data-driven chez LVMH, on est data-enabled, puisque c'est quand même la direction artistique qui lead dans les grandes maisons. Donc voilà, il y a aussi des spécificités par industrie. Et Decathlon qui nous parle d'expérience client, de développement de nouveaux modèles économiques. Ça paraît bête, mais aller chercher des nouvelles façons de générer du business. On va reparler de la monétisation de la data, la transformation de l'organisation, parce que dès qu'on change les outils, les process, on change aussi les orgas et les compétences, et puis effectivement les ressources humaines. Et je crois que Decathlon nous a bien montré qu'on pouvait ne pas être à Paris, être très innovant à l'international sur ses produits, sur ses modèles économiques. Donc comme quoi, des fois, c'est aussi une culture de l'innovation à volonté, malgré les contraintes qui sont les mêmes pour tout le monde. Et on voit aussi qu'il y a eu un raccourcissement de la planification. Aujourd'hui, voilà, on a des chantiers urgents jusqu'à 18 mois, on en a jusqu'à 48, et franchement, au-delà, ça commence à devenir très fumeux, puisque il peut se passer tellement de choses. On voit bien avec tous les nuages au-dessus de nos têtes, entre une crise économique possible, entre le Moyen-Orient, l'Ukraine, Taïwan et autres joyeusetés, puisqu'on avait des élections aussi américaines. Donc maintenant, quand on a dit ça, 4 ou 5 réflexions avec vous. J'aurais pu vous dire la réalité augmentée, le futur du métaverse. Bon, je pense que là, on est beaucoup plus dans la réalité depuis quelques mois. La première chose, c'est déjà, j'ai besoin de réduire mes coûts.
Et effectivement, si on regarde sur la logistique, on voit que finalement, pour ceux qui ont fait des investissements depuis quelques années sur l'automatisation des entrepôts avec le micro-fulfillment, la capitalisation sur la donnée pour mieux prédire, pour mieux optimiser les parcours de livraison, prédire les ventes, parce qu'en plus on peut plus détruire les stocks. Il y a vraiment un travail d'optimisation et peut-être une revalorisation du métier logistique qui était un peu le truc voilà, que tout le monde prenait un peu de haut. On voit bien qu'aujourd'hui il y a énormément d'intelligence à remettre. Alors on peut avoir des caristes, mais en même temps on peut avoir de l'IA aussi à leur côté. Alors si on va un peu plus loin, quand on regarde aux États-Unis, eux ils sont déjà sur le transport autonome. Nous ça nous paraît de la science-fiction, c'est déjà une réalité. Gatik par exemple travaille déjà avec Kroger et Walmart. C'est pas d'époque, c'est déjà en cours entre les entrepôts et les hypermarchés. Donc là, c'est sur des parcours prédéfinis, c'est pas la livraison du dernier kilomètre. Et vous avez des camions, pendant une semaine, on met un opérateur et au bout d'une semaine, ils sont entièrement autonomes. C'est 41% du coût d'un chauffeur. Il manque 400 000 chauffeurs routiers aux États-Unis. Donc là encore, j'ai rien contre l'Europe, mais nous, on a inventé les bouteilles avec le bouchon qui se décroche pas. Eux, ils en sont à faire des camions autonomes. Donc il va falloir qu'on passe un peu la deuxième, et c'est pas de votre faute, mais effectivement au niveau de la régulation, il va y avoir un certain nombre de sujets. Amazon vient de lancer en octobre Zoox, sa navette autonome qui était en test depuis quelques années à San Francisco. Là, il lance Las Vegas et bientôt Miami et Seattle. C'est une navette de 4 personnes. Donc pour le moment, on se dit pas trop de rapport avec le retail, mais moi, je vois bien un pop-up store demain. Je vois bien un distributeur automatique qui bouge d'un endroit à l'autre. Je vois bien l'équivalent du camion à pizza qui se balade d'un village à l'autre. Donc voilà, eux, ils sont déjà en train de déployer. Alors pour le moment quand même plutôt sur les villes du sud pour les questions de météo, parce que gérer la circulation, c'est déjà pas évident. Rajouter la neige, la brume et le brouillard, ça va commencer à devenir un peu... Voilà. La livraison par drone, ça fait des années qu'on nous en parle. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Walmart, il y a 34 supermarchés qui livrent par drone, l'équivalent d'une boîte à chaussures. En Chine, ça va déjà beaucoup plus loin. C'est Meituan qui nous faisait une démo l'année dernière à Dubaï, parce qu'ils vont bientôt arriver. Et eux, ils ont été plus malins. Au lieu de livrer dans votre jardin, au risque de découper votre chien, votre enfant et la table, en fait, ils livrent au-dessus de lockers qui vont s'ouvrir quand le drone arrive, ce qui va permettre plusieurs choses. D'abord, de sécuriser le colis. Donc s'il pleut, s'il y a le chien qui le mange, s'il est volé, là au moins il est rentré dans le locker. Et puis je peux passer 2, 3, 4, 5, 10 heures après pouvoir récupérer mon colis. Et puis au moins ils ont certains points qui ont été bien identifiés en termes de trajectoire. Donc encore une fois, nous, il y a quelques POC en Europe plutôt pour la livraison d'hôpitaux et de laboratoires de santé. Mais pour le moment, pour le retail, on en est loin. Et encore une fois, c'est pas la faute des retailers, c'est encore la faute de nos amis de la réglementation. Sur, par contre, la livraison du dernier kilomètre avec des drones roulants, là, c'est un peu le fail. Ça fonctionne, techniquement, mais en fait, dans la vraie vie, on ne sait pas où les faire rouler. Sur la route, ça va pas assez vite. Sur le trottoir, il n'y a pas la place. Et à part en Suisse et en Corée, ils se font tous décapsuler, puisque, en fait, ils se font voler. Donc, encore une fois, on peut avoir raison techniquement. Après, le retail, c'est la vraie vie. Et la vraie vie, c'est toujours un peu plus compliqué qu'en théorie ou dans les labos. Sur la partie logistique, ça, c'est la dernière version de Boston Dynamics, Atlas. Donc là, on commence à voir, au bout de 25 ans quand même, après de passer par Google, SoftBank et maintenant chez Hyundai, qu'on n'est pas loin du form factor d'un cariste. Alors après, il faudra avoir la capacité d'adaptation, parce que nous, moins, on a un avantage, c'est la polyvalence, les êtres humains. Il faudra avoir aussi son autonomie en termes de batterie. Mais on voit qu'on se rapproche, et là, sur la robotique humanoïde, il y a eu une grande accélération les 24 derniers mois. Donc demain, effectivement, ça va poser un certain nombre de sujets. Puis après, on sait qu'on a toute l'automatisation des entrepôts, puisque dans un entrepôt traditionnel, on a beaucoup de places de perdu. On doit passer avec un Fenwick, des chariots. Là, avec les micro-fulfillment centers, on va vraiment, comme Exotech, AutoStore et les autres, on va vraiment, on va dire, compacter l'espace de stockage. C'est les robots qui, verticalement, horizontalement, vont aller empiler, dépiler la marchandise. J'ai pas besoin d'éclairer à l'endroit où il y a les robots, j'économise en énergie. Je peux rajouter des robots pendant les temps forts. Je peux facilement contourner un robot qui est en panne ou aller le chercher. Alors évidemment, ça marche pas pour du frais, ça marche pas encore pour des choses trop volumineuses, mais en tout cas en préparation de commande, à proximité par exemple des villes, ça fonctionne déjà extrêmement bien. Et effectivement, en termes de pénibilité pour les opérateurs, c'est presque un job de bureau. Je suis avec ma petite souris, au lieu de monter au 3e étage avec mon Fenwick en espérant de pas tomber.
Le vrai sujet derrière l'IA et la tech, finalement, sur ces métiers-là, c'est la combinaison entre l'être humain et la technologie. Amazon, pour générer 10 millions de dollars, il lui faut moins de monde que Macy's ou Sears. Et pourtant, Amazon, c'est 1 600 000 employés. Donc même eux n'ont pas réussi à tout automatiser, à tout remplacer par la data et l'IA. Mais ils ont des opérateurs dans les entrepôts, au marketing, dans la marketplace, qui sont assistés par de la tech et du coup qui leur permettent d'augmenter leur rentabilité. Voilà. Alors deuxième sujet, réduire les coûts. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire en efficacité en point de vente? On sait qu'un point de vente, c'est à la fois très rentable quand ça marche très bien. Quand ça marche moins bien, l'économie, ça peut coûter très cher. Et on sait qu'on est en Europe, malheureusement, avec des charges très élevées. Donc là, y en a qui vont très loin. Aux États-Unis, vous savez qu'ils ont, par exemple, augmenté le salaire minimum. Des fois, il y en a qui testent des trucs. Alors vous allez rire, mais donc ça c'est un magasin de ramen et maintenant la welcome staff, en fait, c'est une personne en Zoom aux Philippines. Donc elle est à 4 $ de l'heure au lieu d'être à 16 $ de l'heure aux US. C'est marrant, les gens sont pas ultra fans. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à priori, elle a signé avec les 3 business d'à côté. Donc ok, elle prend que 4 $, mais elle s'est mise à l'accueil de 3 magasins. Parce qu'elle est pas bête. And then local resident Eric pointed out to us Yasso Kitchen around the corner and down Crescent is also using the same technology. There is no one behind the counter there at all, just you and the Zoom. I prefer real people Quelle surprise. Donc effectivement, je pense qu'il y en a qui ont un peu oublié qu'un magasin, c'est pas juste une transaction et que c'est quand même un peu plus que ça, avec du service, avec de l'humanité. Et c'est là aussi où finalement, sur le Digital In-Store, on en revient énormément. Alors on n'enlève pas tout, mais on enlève beaucoup de choses qui semblaient des fausses bonnes idées parce que c'était rigolo, mais en fait, c'est pas efficace, parce que c'était pas réellement utile, parce que c'est pas réellement ce qu'attendent les clients, parce que souvent, surtout, ça tombe en panne et ça casse et ça coûte cher. Donc là, on voit aussi un peu un retour à un équilibre. C'est pas, on enlève tout, mais en tout cas, on essaie vraiment de faire le filtre entre ce qui est un peu inutile ou pas. Et malheureusement, un des sujets qui se développe beaucoup, c'est tous les outils pour prévenir le vol à l'étalage, qui devient un énorme problème. Alors en particulier aux États-Unis, puisqu'ils ont voté des lois complètement stupides à New York et San Francisco. Si vous volez pour moins de 900 $, en fait, on peut pas vous arrêter. Donc là, c'est open bar. Il y a des magasins qui se font piller 8 fois par jour. À la fin, ils ferment. Quelle surprise. Voilà, mais en tout cas, voilà des sujets. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont un peu gadgets dans le Digital In-Store, mais finalement, c'est aussi recréer des fois de l'expérience, du fun. On l'oublie un tout petit peu. En ce moment, faut changer un tout petit peu l'esprit des gens. Donc là, voilà, je vais me mettre devant mon miroir connecté. J'ai un filtre comme TikTok. J'ai pas besoin d'appuyer sur rien, parce que c'est vrai que dès que je crée de l'interaction, il faut comprendre l'interface, il faut comprendre la logique, etc. Donc, c'est aussi des fois dans les détails de l'expérience. Est-ce que c'est simple et facile à utiliser à la fois pour le staff dans le point de vente et à la fois pour les utilisateurs. Et puis c'est Vusion qui nous a sorti à côté des étiquettes électroniques ces petites caméras qui vont filmer toutes les 30 minutes le rayon en face et détecter toutes les ruptures et prévenir sur le terminal, le PDA, le chef de rayon. Du coup là on gagne du temps. C'est Monoprix, ça fait quasiment 2 ans maintenant qu'ils ont déployé. Eux nous disent voilà, on gagne 1h30 par magasin pour l'optimisation des stocks. On réduit les ruptures, on augmente le CA d'1%, donc c'est pas la révolution ou miraculeux, mais encore une fois, je pense que le commerce c'est pourcent par pourcent, cents par cents, qu'on va essayer d'optimiser les choses. Troisième sujet, gagner en productivité avec l'IA générative. Donc on nous a tous bassinés, oui on sait, il y a Copilot, il y a ChatGPT et tous les autres. Bon, ChatGPT quand même, on est désormais à 200 millions d'utilisateurs par semaine, donc a priori ça marche quand même pas trop mal. Ce soir on fait un événement avec OpenAI ici, et bonne nouvelle, ça ils ont sorti toute la version de ChatGPT Teams et Enterprise qui est maintenant sécurisée en termes de confidentialité. Alors on l'a vu, on peut traduire, on peut résumer, on peut faire des job descriptions, etc. Mais l'IA générative, c'est beaucoup plus que ça. Alors même si on parle d'IA, moi je pense que c'est plus de l'assistance, puisque encore faut prompter, donc c'est quand même à nous de dire à l'IA quoi faire et vérifier qu'elle ne fait pas n'importe quoi. Avec les agents IA, elle va gagner en autonomie, mais il y a plein d'autres possibilités d'usage avec des briques spécifiques. Donc par exemple, demain, que diriez-vous de pouvoir passer beaucoup plus d'entretiens avec beaucoup plus de candidats? Et là, au lieu de se baser uniquement sur des diplômes, avoir une IA qui fasse une partie de l'entretien pour vous, parce que passer 200 entretiens, ça prend beaucoup de temps. Hi. Hi there. I'm an AI recruiter. How are you today?
Let's begin with a few technical questions. First, can you tell me about your most recent experience working with PHP? What kind of projects were you involved in? And what challenges? Sure, I was making a website. Alors, rassurez-vous, les candidats, eux aussi, ils s'équipent. Donc maintenant, ils ont aussi des IA où ils ont entré tout le CV, toute l'expérience qui va les aider à formaliser et à formuler en écoutant la visio ce qu'il faut dire de la meilleure façon possible. Donc là, c'est un peu la guerre. Include public speaking, as I'm experienced in developing and delivering impactful speeches, as well as creativity. Since on a vraiment une démocratisation de l'usage de l'IA. Carrefour, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils sont en train de compléter les fiches produits. Ils ont un outil pour les achats pour rédiger les AO, synthétiser les réponses. Ils ont une banner factory et une factory pour générer des spots radio automatiquement. On a fait intervenir Ravineo récemment. C'est un outil qui utilise l'IA générative et lui, il est capable d'analyser toutes les dépenses médias de vos concurrents sur TikTok, Google Ads, Facebook et j'en ai oublié un, Google Keywords. Donc là, au niveau européen, il y a une nouvelle régulation, ils ont un peu craqué le truc et ils sont capables, comme par exemple en ce moment on est en train de réduire ces dépenses, si on veut les réduire, mais pas trop par rapport aux concurrents et savoir où est-ce que les autres sont présents et avec quelle pression, et voilà, ils ont fait un petit, je vous ai mis, il y a le QR code, ils ont fait un bench sur tout le marché français et d'ailleurs dans les plus gros YouTube advertisers, on trouve en 3 Temu, sachant que, je sais pas si vous avez vu, Amazon lance All, parce qu'on s'ennuie déjà pas assez comme ça, ils lancent la version low cost d'Amazon pour eux-mêmes se battre face à Chine et Temu. Voilà, donc là on va pouvoir optimiser les choses en termes de dépenses publicitaires. On a des IA pour faire des négos. Donc là, chez Walmart, ils utilisent Pactum, qui est une start-up pour les négos non stratégiques. Donc finalement, quand c'est du gré à gré avec des petits fournisseurs, c'est l'IA qui va s'en occuper pour que les acheteurs puissent se concentrer sur les négos complexes. Et là, 75% des fournisseurs préfèrent marchander avec l'IA plutôt qu'avec un humain. Peut-être parce que les acheteurs de Walmart sont un peu durs. Schulex Voc, lui, va vous faire des analyses de marché e-commerce. Il va scanner si par exemple il y a un produit sur Amazon, il va analyser tous les avis client et il va vous faire une analyse complète en vous disant sur ce produit ou cette gamme de produits, en fait, ce qui intéresse les gens, c'est ça, les points forts, les points faibles, etc. Et ça peut vous aider en benchmark de produits, de synthétiser tout ça. On a des outils aussi pour manipuler les data et ProfitMind, c'est assez génial. Il vous fait tout le category management. On les a vus à la NRF l'année dernière. Il regarde toutes vos sorties de caisse. Il va benchmarker l'offre de vos concurrents e-commerce et vous dit là, dans votre gamme, vous avez trop de références. Là, il faut que tu augmentes tes prix sur telle et telle référence. Là, il faut que tu réduises tes prix. Il vous fait toute l'analyse d'optimisation de catégorie management. On peut aussi travailler sur le CRM augmenté. Ça, c'est Equancy qui a développé une nouvelle offre dans laquelle elle va aussi utiliser de l'IA générative pour pouvoir créer plus de créa au niveau du texte, au niveau de la langue, au niveau de la personnalisation des emailing, parce que si on le fait à la main, ça coûte très cher. Et là, on va utiliser l'IA générative pour mieux segmenter, mieux cibler et gérer les créations. On a tous vu qu'on pouvait faire des images. Alors, on connaît tous Midjourney. Midjourney, c'est super, mais ça fait des images en général. Donc c'est bien pour illustrer une presse, mais c'est pas forcément bien pour faire une image produit, une image spécifique pour le e-commerce. On a Adobe qui est aussi en train d'arriver avec Firefly et GenStudio, donc qui est très bien aussi, mais on a le même problème. Depuis, on a une pléthore d'outils qui sont sortis. Si vous voulez faire des visuels e-commerce en bas à gauche, vous avez des outils très très bons pour pouvoir détourer, refaire l'ombre, refaire votre petit visuel e-commerce. Si vous voulez faire des banners pub en bas à gauche aussi, vous avez des outils qui sont qui vont faire des banners à toutes les tailles automatiquement. Et après, on a plein d'outils, mais vous voyez flux réalisme, je vais en reparler. Alors, ça permet de gagner du temps, ça permet de gagner de l'argent, ça permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Vous voyez cette pub de Monoprix, a priori, ça aurait été un peu compliqué à shooter en vrai. On a même les marques de luxe qui sont en train de s'y mettre. Donc aujourd'hui, oui, il va y avoir des gains, des économies importantes sur la création d'assets ou la déclinaison d'assets. Par exemple, sur la recherche aussi de concepts de magasins. Donc là, j'ai mis une boutique Shiseido. Je prends une photo d'inspiration, d'un autre style. Je me dis, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si demain, on imaginait un magasin Shiseido dans ce style-là? Ça me prend à peu près 30 secondes avec Magnifique.ai. Donc là, on peut, sur du moodboarding, sur de la simulation, sur la recherche graphique, on peut faire tout un tas de choses. Flux, c'est la révolution qui est arrivée fin août, début septembre. C'est une brique open source qui vous permet de pouvoir entraîner des styles spécifiques d'images. Et là, ça change tout par rapport à Midjourney. C'est une techno qui peut être intégrée à plein de plateformes. Là, Scilab l'a intégrée. C'est une plateforme française pour générer des images, plutôt en mode B2B, sécurisé, professionnel. Maintenant, je vais pouvoir entraîner
sur une personne, sur un style graphique illustration, sur un style graphique photo et sur des images produits. Ça veut dire que je lui donne 3-4 images de référence. Par exemple, ici, Gabriel Chanel, des images qui ont été prises sur Internet, et je vais pouvoir prompter avec cette personne et lui faire tout un tas de nouvelles choses. Et en termes de rendu, là, par exemple, j'ai des images noir et blanc, je peux faire des images couleur avec. Donc là, j'ai une égérie, si elle me donne l'autorisation, je vais pouvoir décliner des choses qu'on n'avait pas fait au moment du shooting. Mais j'ai un visuel produit, je lui donne quelques images de référence et d'un seul coup, je vais pouvoir shooter toutes les images produits, les packshots que je veux. Donc là, ça change tout. À 98% de l'image est nickel et voilà, peut-être un dernier truc à corriger sur Photoshop. Donc ça veut dire qu'en économie de shooting, photo, e-commerce, pub, c'est la révolution. Ça va complètement changer la façon de faire les choses et c'est en train d'être intégré dans la plupart des plateformes. Mais ce qui est génial, c'est que demain, je peux combiner un style de personne avec un style de photo avec un référentiel produit. Donc là, j'ai combiné Coco avec le style bleu qui était repris d'une de leurs pubs avec la bouteille de 5 de Chanel. Donc demain, je vais vraiment pouvoir contrôler ce que j'appelle les images on-brand qui vont garder votre logo, qui vont garder la proportion du produit et pas un truc qui ressemble vaguement avec le chef de produit qui hurle. C'est déjà le cas. Mango, si vous allez sur Mango Teens, aujourd'hui, leurs images sont faites entièrement en IA générative. Ce modèle n'existe pas, ces vêtements existent, et vous voyez la petite mention « These images has been generated by AI ». Donc il y en a qui sont déjà en train de jumper, tout simplement parce que ça coûte beaucoup moins cher. J'ai pas les droits du mannequin, j'ai pas à organiser le shooting, j'ai pas à booker le studio, j'ai pas à booker le photographe, la retouche, etc. Alors j'ai quand même un graphiste qui passe du temps, mais ouais, il y a des économies énormes de budget, de temps, en délai, et puis finalement de CO2 aussi, parce qu'au lieu de déplacer toute une équipe avec tout un tas de matériel, finalement c'est aussi bon pour la planète. Alors l'image c'est super, mais maintenant il y a la vidéo, donc là il y a tout un tas d'acteurs avec Runway, Picalabs, Luma, Kling, Minimax, mais surtout Sora qu'on attendait depuis un an jusqu'à hier soir, puisque cette nuit OpenAI a lancé sa plateforme texte et image to vidéo, et ça change tout. Demain, vous allez pouvoir créer aussi une banner ou une stories vidéo à partir d'une simple URL. Vous mettez une URL dans une page produit et automatiquement, il vous fait la stories avec un avatar photoréaliste qui vous pitch le produit ou une banner vidéo. Mais même Coca, cette année, a fait sa grande pub de Noël en 40 déclinaisons de pays en moins de 3 semaines avec de l'IA générative. Donc, tous ceux qui me disent oui, les copyrights, nanani, nanana, désolé, challengez un peu votre legal. Si Coca Monde arrive à faire une campagne full IA générative, c'est vraiment qu'ils vous disent de la merde à votre juridique. C'est qu'ils sont pas assez bossés. C'est possible. Il faut cadrer les choses. Il faut savoir quel outil on bosse et comment on bosse. Mais c'est complètement faisable. Et aujourd'hui, c'est leur pub télé. Moi, je la trouvais pas ouf en termes de créa. Pourtant, elle a testé sur les 10 dernières années, parmi les meilleures. Donc des fois, nous-mêmes, on est un peu trop casse-couille. Le client, lui, trouve que c'est cool, c'est fantastique, c'est fantaisiste, c'est très fun et ça marche. On a l'IA pour la partie conversationnelle avec les chatbots nouvelle génération. On a vu que tout le monde a commencé à lancer le sien, Carrefour en tête. Là, l'idée, c'est pas de remplacer à 100% son call center ou son support client, mais déjà à 50%, on va dire, toutes les questions les plus courantes. C'est aussi pouvoir répondre la nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et le week-end y compris, décharger les équipes. Et puis demain, on a les callbots qui arrivent. Donc là, on a des dizaines d'entreprises. Ça, c'est Talker, par exemple. Oui, allô ? Si on peut monter un tout petit peu le son. Oui, bonjour. Vous êtes bien Katia Lenné ? C'est moi-même. Oui, très bien. Je me permets de vous rappeler, c'est par rapport aux bornes de recharge de votre voiture. Vous voudriez bien m'accorder une minute, s'il vous plaît ? Oui, parce qu'en fait, j'appelle de la part de la société Car2Plug. Voilà, donc là, c'est la voix masculine, c'est un bot, c'est ultra, en termes de latence, c'est hyper réactif, il est vraiment capable de rebondir, etc. Même les marques de luxe sont en train de déployer énormément de briques IA, donc ça, la prédiction de volume de vente, la gestion des connaissances, la génération de contenu marketing, l'allocation des stocks, c'est le rapport Bain et comité Colbert qui est sorti. J'ai quasiment terminé. Retrouver de la marge et du CA, on a tous entendu parler, et on aura une Emitel tout à l'heure, parler de retail média. On a vu que effectivement Amazon est devenu d'ailleurs le 3e acteur publicitaire aux États-Unis, plus de 57 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec l'IAGEN, beaucoup de formats possibles, des banners, des vidéos, de la mise en avant dans les moteurs de recherche, mais on peut aussi valoriser sa donnée off-site en permettant de faire du ciblage off-site chez d'autres médias, par exemple, en utilisant la data avec une clean room. Voilà, on a tout un tas d'acteurs, Emitel en fait partie. Alors
aux États-Unis, ils sont partis avant nous. Nous, on a vite essayé de rattraper les choses. Alors, il y a une course à la taille et à la masse critique, évidemment. On a tout un tas d'outils pour pouvoir faire ça. Et puis, on a aussi des formats nouveaux. Par exemple, Retags, qui est utilisé beaucoup par la beauté, mais qui pourrait être utilisé ailleurs. Donc là, vous prenez toutes vos stories que vous jetez au bout de 24 heures, ou vos Reels, et en fait, vous les mettez en carrousel sur vos pages produits. Et ces vidéos sont shoppables. Donc, j'ai du vidéo commerce où je peux commencer à regarder des tutos et en un clic, mettre au panier et passer à la transaction. Si vous voulez tester, je vous laisse prendre le QR code, mais c'est assez bluffant. Ils ont des taux de transfo et de conversion. Aujourd'hui, ils ont été déployés sur une douzaine de marques chez L'Oréal. On va pouvoir aussi, par exemple, retrouver l'asilage de colis où on va monétiser, on va mettre une pub dans les colis qu'on envoie. Aujourd'hui, c'est un cool colis. Quand on envoie en e-commerce un colis chez ses clients, on peut faire payer d'autres marques pour mettre une pub ou un sample dans ces colis et on va finalement récupérer une partie du coût du e-commerce qui est effectivement la livraison. Il y en a d'autres comme Walmart par exemple qui ont lancé carrément un institut d'études conso en disant finalement nos amis des instituts sont sympathiques là avec leurs 3 panélistes. Nous on a effectivement plusieurs centaines de millions de clients. Donc aujourd'hui, ça, ils le monétisent auprès des marques. Ils se sont dit encore une autre façon de monétiser notre donnée. Et voilà, un panel chez Luminate, c'est 216 000 personnes quand d'autres instituts sont contents quand ils ont 4 000 personnes. Donc, et eux, c'est des vrais clients puisqu'ils sont identifiés avec leur sortie de caisse et leur carte de feed. Alors le retail média online, c'est super, mais le commerce média, finalement, c'est la redécouverte de la PLV, du DOH, Digital Out of Home. Enfin, c'est de valoriser le trafic en magasin qui est généralement bien plus grand que le trafic sur le site internet. Ça peut passer par des écrans, on va en reparler, mais par exemple chez CVS Health aux États-Unis, par exemple maintenant ils vendent des spots audio dans les points de vente. Donc il y a plein de formats différents auxquels on ne pense pas pour monétiser ça. Donc là on a tout un tas d'écrans, même sur les chariots, des têtes de gondole, des étiquettes connectées, enfin tout ce que vous voulez. Et là on a tout un tas d'acteurs pour piloter voilà ce déploiement, les écrans, la gestion des publicités, la rotation, les analytics, etc. Et puis pour terminer le social commerce, on en a beaucoup parlé. Ça n'a pas forcément aussi décollé qu'on voulait, mais on voit bien qu'aujourd'hui déjà le social c'est un moteur de recherche pour acheter. Donc avant même de faire du commerce, c'est déjà un endroit où finalement on va s'informer, on va chercher de l'information, entre autres sur TikTok. Beaucoup de réseaux sociaux ont essayé de sortir du commerce. Finalement, les seuls qui émergent un peu, c'est TikTok Shop qui commence à cartonner aux États-Unis et en Angleterre. Un bon mix entre l'entertainment d'un côté et le lien vers la transaction de l'autre, et puis tout un tas de fonctionnalités qu'on commence à voir sur les sites, voilà, sur le virtual try-on et autres. La personnalisation, la réalité augmentée pour le make-up, les chatbots, la personnalisation en point de vente, et effectivement c'est Carrefour qui nous disait 3 enjeux, la fidélisation, la personnalisation et l'abonnement. Quand on arrive à faire tout ça, effectivement, on arrive à augmenter son multiple de valorisation. Conclusion, effectivement, dans un monde en changement, tester, former, innover. C'est vrai qu'on a plus de techno et plus de possibilités qu'on a ni de temps ni d'argent, donc il va falloir choisir. Mais effectivement, il y a des vrais gains à aller chercher si on est un peu malin. Je pense que vous échangerez aujourd'hui entre pairs, vous aurez aussi quelques solutions pour vous aider et vous inspirer. C'est sûr qu'en tout cas, ceux qui ne bougent pas ou qui bougent moins vite que le marché aujourd'hui, c'est ceux effectivement qui auront le plus à perdre, puisqu'on voit que sur un certain nombre de sujets, il y a des vrais pivots. L'IA générative, ça fait 2 ans qu'on en parle, mais par exemple les visuels, voilà, depuis septembre, pour les visuels e-commerce, pour la publicité, on peut vraiment l'utiliser. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à contacter Romain, voilà, sur les Learning Expeditions, les Retail Tours. On en fait énormément. Paris, Londres, New York, Séoul. On était en août dernier. Si vous voulez aller plus loin sur l'IA générative, appelez-nous pour des formations ou découvrez notre e-learning. Et moi, je vous donne rendez-vous tous les 15 jours sur ma newsletter hebdo sur LinkedIn, où j'essaie de faire un petit peu le best-of de toutes les innovations et toutes les applications de l'IA générative. Tous les 15 jours, on est autour de plus d'une centaine de news, donc ça bouge énormément en ce moment. Merci.